Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une source vraiment singulière. Oui, tout à fait. C'est pas un best-seller d'une grande maison d'édition, hein, loin de là. C'est un livre numérique qui s'appelle Le Code du bâtisseur. Et ce qui est fascinant, c'est son origine, en fait. Exactement. Ce n'est pas la vision d'un seul gourou, mais c'est vraiment le distillat des conversations, des débats, Des disputes même. oui, d'une communauté en ligne, Kéops, cette motivation. C'est précisément ça qui en fait un objet d'étude intéressant. Ce n'est pas une théorie qui vient d'en haut, c'est une philosophie qui a émergé du terrain. Forgée par des milliers d'échanges. Oui, elle a été testée, critiquée et affinée en temps réel par ceux qui essayaient de l'appliquer. Et tout s'articule autour d'une métaphore centrale. L'idée de devenir l'architecte de sa propre vie. Voilà, de voir son existence comme un chantier. La question, c'est pas si on construit, Non, on le fait tous, chaque jour. mais comment? Est-ce qu'on le fait consciemment, avec un plan, ou est-ce qu'on laisse un peu le hasard et les autres poser les briques à notre place? Et le livre insiste tout de suite sur un point, on parle pas ici de motivation de surface, de pensée positive un peu abstraite. Non, pas du tout. L'idée, c'est pas de se répéter que tout va bien en espérant que ça devienne vrai. On parle de système, d'outils concrets. D'accord. C'est pourquoi on va explorer les 7 principes fondamentaux de ce code. Comme les murs porteurs d'un édifice mental, en quelque sorte. C'est une bonne image. On a la responsabilité, l'action, la discipline, l'anticonformisme, la vision, l'application et l'abondance. D'accord, alors commençons par les fondations, la toute première pierre sur laquelle tout repose. La responsabilité radicale. Avec une citation qui donne le ton. Ton pouvoir commence là où tes excuses s'arrêtent. C'est une idée puissante, mais c'est aussi un peu écrasant, non? L'idée que tout repose sur nos épaules. C'est le paradoxe central de ce premier principe. Il est à la fois lourd et libérateur. Comment ça? Le livre utilise une analogie très claire, celle du thermomètre contre le thermostat. La plupart des gens, en fait, vivent comme des thermomètres. C'est-à-dire? Ils se contentent de refléter la température de la pièce. Si l'ambiance au boulot est mauvaise, leur humeur est mauvaise. Si l'économie va mal, leur morale va mal. Ils subissent. C'est ça. Alors que le bâtisseur, lui, serait un thermostat. Ils décident de la température à l'intérieur, même s'ils ne contrôlent pas la météo dehors. Précisément. Il se concentre sur sa réponse aux événements. Et comment on fait pour passer de l'un à l'autre? L'outil, c'est une simple question, face à n'importe quel problème. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui? Le livre donne l'exemple d'un patron jugé injuste. La posture de la victime, c'est de se plaindre, Ce qui est une réaction assez naturelle. bien sûr. Mais la question « qu'est-ce que je peux faire ?» ouvre immédiatement des portes. Parler au patron, chercher un autre emploi, développer une compétence. Documenter les injustices, peut-être? Exactement. On passe de la plainte à la stratégie. C'est lourd, parce qu'il n'y a plus personne à blâmer. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour récupérer le pouvoir sur sa vie. D'accord. Donc on accepte cette responsabilité, on a le pouvoir, mais le pouvoir sans action, ça sert à rien. On est d'accord. Ce qui m'amène au deuxième principe, celui de l'action imparfaite. Le livre a cette phrase assez brutale, je trouve. Laquelle? Une cabane construite vaut mieux qu'un palais rêvé. Ah oui. C'est une attaque en règle contre ce que l'auteur appelle la procrastination intelligente. La procrastination intelligente. Cette tendance qu'on a tous un peu à passer des mois, à planifier, à lire, à se former. À chercher le plan parfait. Voilà. En réalité, c'est souvent la peur de l'échec qui se déguise en préparation sérieuse. Je vois. Mais est-ce que cette approche de l'action à tout prix, ça ne risque pas de nous faire construire une série de cabanes un peu médiocres, sans jamais prendre le temps de bien planifier le palais qu'on veut vraiment? L'improvisation constante, ça peut aussi mener au chaos. Très pertinente. Et le livre y répond avec un concept qui vient du monde de la tech, le produit minimum viable, le MVP. D'accord? L'idée, c'est pas de construire une cabane et de s'arrêter là. L'idée, c'est que la clarté ne vient pas avant l'action. Elle vient pendant. Exactement. On ne sait pas si le terrain est stable avant d'y poser la première pierre. La question qui paralyse, c'est quel est le plan parfait pour les 5 ans à venir? Oui, impossible d'y répondre. La question du bâtisseur, c'est plutôt quelle est la plus petite action imparfaite que je peux faire dans la prochaine heure pour tester mon idée? Donc au lieu de lancer une entreprise, ce serait plutôt envoyer un email pour se renseigner sur le statut d'auto-entrepreneur. Exactement, c'est un test. Cette première action va générer une information, une réponse du réel, qui va permettre d'ajuster la deuxième action. C'est un dialogue avec la réalité, en fait. C'est ça. Et cette première brique posée, elle crée un élan, un momentum.
C'est infiniment plus puissant que le plan le plus parfait qui reste dans un tiroir. La cabane, c'est le premier prototype du palais. C'est une très bonne façon de le voir. D'accord. Donc, on a la responsabilité, on se met en action, mais poser une brique, c'est une chose. En poser 1000 jour après jour, même quand on n'a plus envie, Ça, c'en est une autre. ça demande une énergie folle. Et c'est là qu'intervient le troisième principe, discipline comme système. Ah, Le livre fait une distinction qui est, je pense, cruciale entre la motivation et la discipline. la motivation, c'est une émotion, c'est ça? Un visiteur passager, comme ils disent. Exactement. C'est le grand soleil qui brille au début du chantier. C'est génial quand c'est là, mais on ne peut pas compter dessus pour bâtir une cathédrale. Alors que la discipline, C'est le système. C'est la machine qui fonctionne beau temps, mauvais temps. mais une discipline sans motivation, est-ce que ça ne risque pas de nous transformer en robots, Sam? C'est un très bon point. Un membre de la communauté le soulignait d'ailleurs. Il dit qu'une machine sans pourquoi est une machine sans âme. Et c'est la nuance essentielle. L'objectif, c'est pas de rejeter la motivation. C'est de construire un système qui prend le relais quand elle disparaît. D'accord. Et comment on bâtit ce système? La méthode proposée, c'est de se concentrer sur l'identité plutôt que sur l'objectif. C'est-à-dire? L'amateur dit « je veux courir un marathon ». Le bâtisseur lui dit « je veux devenir le type de personne qui ne rate jamais son entraînement Ah, je vois la différence. L'objectif, c'est une ligne d'arrivée. Une fois qu'on l'a franchie, l'effort s'arrête. ». Voilà, alors que l'identité, c'est un mode de vie. Et comment on change une identité? On ne peut pas juste le décider? Par des votes. Le livre explique que chaque action est un vote en faveur de la personne qu'on veut devenir. Un vote? Oui, mettre ses chaussures de sport et sortir, même pour 10 minutes, c'est un vote pour l'athlète. Lire 10 pages au lieu de scroller, c'est un vote pour la personne qui apprend. L'idée, c'est d'accumuler assez de petites preuves, de petits votes, pour que cette nouvelle identité devienne la norme. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, la discipline devient l'expression naturelle de qui l'on est et non plus un effort conscient. Ok. On devient cette machine de construction, responsable, active, disciplinée. Mais en agissant différemment, on doit forcément se heurter au regard des autres, Inévitablement. à ceux qui sont restés sur l'ancien chemin. J'imagine que c'est là que les vrais problèmes commencent. Vous mettez le doigt sur la transition logique vers le quatrième principe. Lequel? La sagesse de l'anticonformisme. C'est le principe qui protège le chantier des influences extérieures. Ah oui, Et il est introduit par la métaphore la plus débattue de tout le livre. le lion ne se préoccupe pas de l'opinion des moutons. Celle-là même. C'est une phrase qui peut sonner très arrogante. Oui, C'est facile à dire, ignorer l'opinion des moutons. Mais dans la vraie vie, ignorer l'opinion de son patron, de ses clients, de sa famille, ça peut avoir des conséquences très concrètes. bien sûr. Et le livre aborde ce coût de l'anticonformisme. C'est là que le débat de la communauté a vraiment enrichi le concept. Ah, ok. L'auteur précise qu'il ne s'agit pas d'arrogance, mais de discernement. Une objection brillante d'un membre était « Les oies volent en formation pour une raison, c'est de l'intelligence collective ». C'est pas faux. Le livre intègre cette nuance. Il ne s'agit pas de rejeter la collectivité, mais de choisir sa destination. Et pour gérer ce coût, comment on fait? Le bâtisseur doit apprendre à filtrer les retours. Le livre propose une grille de lecture simple, distinguer le conseil du bâtisseur de l'opinion du spectateur. Le conseil de celui qui est sur le terrain avec un marteau à la main, Mhm. face à l'opinion de celui qui est dans les gradins en train de manger du popcorn. C'est exactement ça. Le conseil d'un autre bâtisseur, même s'il est dur, est un cadeau. Il est basé sur l'expérience. Alors que l'opinion du spectateur, Qui n'a jamais posé une brique, mais sait exactement comment le mur devrait être construit, c'est juste du bruit. et apprendre à ignorer ce bruit, ce n'est pas de l'arrogance, c'est Une stratégie. une stratégie de préservation de son énergie mentale. C'est la ressource la plus précieuse sur le chantier. Et si on doit résister à cette pression sociale, il faut une raison sacrément solide de le faire. Il faut savoir pourquoi on construit. Absolument. J'imagine que c'est là qu'intervient le cinquième principe, la vision à long terme. C'est la suite logique, oui. Pour accepter le sacrifice à court terme, il faut une vision à long terme qui le justifie. Le livre utilise une métaphore pour ça, non? Oui. Tu peux faire pousser une carotte en 3 mois ou un chêne en 30 ans. Ce n'est pas le même projet. Et la société nous conditionne à être des cultivateurs de carottes, obsédés par la gratification immédiate. Totalement. Mais on a besoin des carottes pour survivre, non? On ne peut pas attendre 30 ans que le chêne pousse pour manger. Évidemment. Et c'est un autre commentaire d'un membre de la communauté qui est devenu une des phrases clés du livre. Ah oui? Travailler avec intelligence, c'est planter les carottes en attendant son chêne. J'aime beaucoup.
Le court terme, les carottes, ça assure la survie. Le long terme, le chêne, ça donne le sens. L'erreur, c'est de passer sa vie à ne cultiver que des carottes. C'est l'allégorie des 3 tailleurs de pierre. Oui, racontez. On demande à 3 hommes ce qu'ils font. Le premier dit « Je taille une pierre ». Le deuxième « Je bâtis un mur ». Et le troisième lève les yeux et dit Je construis une cathédrale. « Voilà ». Ils font le même geste, mais leur motivation est radicalement différente. Et celui qui a la vision de la cathédrale peut endurer la monotonie, la fatigue, les doigts abîmés. Parce que chaque pierre taillée a un sens plus grand. Cette cathédrale, c'est ce que le livre appelle l'héritage. Pas un héritage matériel, mais une sagesse, une œuvre, une trace. Ok, donc on a la vision de la cathédrale. Mais entre l'idée et la réalité, il y a un fossé. On est tous un peu coupables d'être des collectionneurs de savoir. Le fameux piège. On lit des livres, on écoute des discussions comme celle-ci. Comment le livre propose-t-il de passer de la bibliothèque au chantier? Par le 6e principe, qui est peut-être le plus critique, L'application comme pouvoir. la citation est directe, je crois. Oui, Le savoir n'est pas le pouvoir. L'application du savoir est le pouvoir. et on vit à une époque où l'on a accès à toute l'info du monde, mais où la sagesse, elle, semble rare. C'est le paradoxe. Accumuler des connaissances sans les utiliser est décrit comme une distraction intelligente. J'aime bien le terme. On a l'impression de progresser, mais on ne construit rien. C'est un piège confortable. Très. Alors, est-ce que le livre propose une méthode concrète pour pas se disperser et transformer ce savoir en compétences réelles? Oui, il propose un cycle de pratiques délibérées en 5 étapes. Je vous écoute. Premièrement, isoler une seule compétence à la fois. Ne pas essayer de tout apprendre en même temps. Voilà. Deuxièmement, apprendre le minimum théorique nécessaire pour commencer, pas plus. Troisièmement, la règle d'or, appliquer immédiatement. 1 heure de pratique pour 1 heure de théorie au moins. C'est ça. Quatrièmement, recueillir le feedback, c'est-à-dire accepter l'échec non pas comme un jugement, mais comme une donnée. C'est juste de l'information. Exactement. Et cinquièmement, ajuster sa technique en fonction de ce feedback et répéter le cycle. C'est ce processus qui transforme la connaissance morte en compétence vivante. Tout à fait. Bon, on a donc un bâtisseur responsable qui agit, discipliné, qui suit sa vision et qui applique ce qu'il apprend. On a l'impression que la boucle est bouclée, non? Presque. Pourtant, il reste un 7e et dernier principe, présenté comme le ciment de tout l'édifice, la mentalité d'abondance. Et le livre prévient que sans ça, on peut construire un empire et être misérable à son sommet. C'est le principe qui a suscité le plus de réactions hostiles, Ah oui? Pourquoi? notamment autour de cette distinction. La richesse est d'avoir beaucoup, l'abondance est d'apprécier ce que l'on a. Je vois. Pour certains, ça peut sonner comme un discours pour maintenir les gens dans la pauvreté. Contentez-vous de peu. C'est la critique qui est revenue le plus souvent, et elle se tient. Pour quelqu'un qui a du mal à payer ses factures, le conseil de cultiver l'abondance peut sembler... Au mieux déconnecté, au pire insultant. C'est ça. Comment le livre réconcilie cette philosophie avec une précarité bien réelle? Et alors? La défense de l'auteur, c'est de dire que ce n'est pas une philosophie de la résignation, mais de la puissance. Il faut m'expliquer? Il explique qu'une personne qui opère depuis un état de manque prend des décisions basées sur la peur. Peur de perdre, peur de ne pas avoir assez. Oui. Ses négociations sont crispées, ses choix sont à court terme. À l'inverse, une personne qui cultive l'abondance, c'est-à-dire la gratitude pour ce qui est déjà là, même si c'est peu, Opère depuis un état de plénitude. voilà. Ses décisions sont basées sur la force, sur l'opportunité. Elle n'est pas dans le besoin, et paradoxalement, c'est ce qui attire les opportunités à elle. Ce n'est pas « sois content de ta situation », c'est « pars d'une base solide pour améliorer ta situation ». La nuance est là. Elle est subtile, mais elle est essentielle. Et comment on cultive ça concrètement? L'outil pratique suggéré, c'est la gratitude active. Un exercice tout simple. Lequel? Chaque jour, noter 3 choses, même minuscules, pour lesquelles on est reconnaissant. Un café, le soleil, une conversation. Oui. L'idée, c'est de forcer le cerveau à sortir de son biais de négativité naturelle pour se concentrer sur ce qui fonctionne déjà. C'est un entraînement. Et le but, c'est de construire non pas pour combler un vide intérieur, Ce qui est un puits sans fond, mais pour exprimer une plénitude qui est déjà présente. c'est ça. En fin de compte, ces 7 principes, ils s'emboîtent. Ils se renforcent mutuellement. Il forme un tout. Et l'idée qui reste, c'est que ce n'est pas une recette à suivre, mais une philosophie à incarner. Le bâtisseur ne trouve pas sa joie seulement dans la cathédrale terminée, mais dans l'acte même de poser les briques jour après jour.
Il est amoureux du processus. C'est le cœur de la philosophie. La destination donne le sens, mais la joie se trouve dans le voyage. Et la phrase finale du livre résume tout ça parfaitement. Le chantier ne finit jamais. Et c'est la meilleure nouvelle qui soit. Ce qui nous amène, je pense, à la réflexion finale. Allez-y. Si le but n'est pas seulement le résultat, la cathédrale, le chêne, mais bien l'acte de construire lui-même, une question se pose. Au-delà des grands objectifs, au-delà des plans sur 10 ans, quelle est la seule brique que l'on pourrait poser aujourd'hui? Non pas parce qu'elle nous rapproche d'un but lointain, mais pour la simple valeur et la satisfaction de l'acte de bâtir, ici et maintenant.